La France a battu l'Écosse, premier match du tournoi des 6 nations, 15-8 au Stade de France. 2 pénalités, Christophe, de Camille Lopez, le Clermontois. Un seul essai inscrit par l'Écossais Dougas Fif. En seconde période, la France a manqué un essai de peu à 10 minutes de la fin. Score final donc 15-8. Victoire importante, mais pour la manière, on repassera à écouter le sélectionneur Philippe Saint-André. Oui, il faut qu'on progresse. On est à 15 contre 14, on est près des lignes, on doit être beaucoup plus patient. C'est cet aspect psychologique qu'il faut qu'on travaille. Mais bon, les Écossais sont là et je crois que les Écossais sont une belle équipe, mais on doit progresser parce qu'on doit progresser sur nos temps forts, surtout quand comme ce soir, tu es à 15 contre 14 durant 10 minutes. Et puis on a un résultat de football pour l'instant, un match joué en début d'après-midi. Marseille qui se déplaçait à Rennes et ce sont les Bretons qui vont ouvrir le score à la 27e minute par Toivonen. L'OM a égalisé en deuxième période, passe à recrue Lucas Ocampos. Premier match sous le maillot marseillais pour l'Argentin. Et premier but, score final donc, un but partout. Ouais, ça s'appelle bien débuter ça. Hein ? Merci Margot. À tout à l'heure. Et c'est le débat hebdomadaire du samedi soir que pose Marie-Laure Harel de l'UMP. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Raquel Garrido du Parti de Gauche, bonsoir. Bonsoir. La période est un peu particulière, je vous mets en garde toutes les deux, puisque vous savez que demain a lieu le deuxième tour de l'élection législative dans le Doubs, et que la loi nous interdit d'en parler ce soir, et nous impose de respecter donc une neutralité sur ce scrutin en particulier. Mais ça ne nous empêche pas du tout de parler de politique. Il y avait aujourd'hui un conseil national de l'UMP, et le président Nicolas Sarkozy a lancé une idée qui mérite un débat. Il veut organiser un débat sur l'islam de France ou en France. Et il ajoute, on ne peut pas continuer à utiliser le terme d'intégration, il faut utiliser désormais le terme d'assimilation. Alors il explique, intégration pour lui c'est « je viens comme je suis, je ne change rien à ce que je suis ». Ça c'est l'intégration selon Sarkozy. L'assimilation qu'il souhaite, c'est on vous accueille tel que vous êtes, mais vous adoptez le mode de vie du pays qui vous accueille. Alors est-ce que vous êtes intégrationniste ou assimilationniste? Raquel Garrido. Bon, d'abord, moi je suis immigrée, donc j'en ai un petit peu marre, quoi, que quand ils ont rien à dire, ils sortent toujours du chapeau le problème des immigrés. Mais bon, je vais quand même tâcher de répondre à votre question. Vous vous êtes intégré ou vous vous êtes assimilé? Franchement, voilà. Est-ce que vous êtes resté ce que vous étiez, puisque tout ça est une blague. Personne ne reste jamais ce qu'il est toute la vie. Ça n'a pas de sens. Et parler d'assimilation, ça voudrait dire en fait que on demande à quelqu'un de devenir comme un autre. Mais qui est cet autre? Quel est le français étalon dans le fond? C'est Nicolas Sarkozy? Non mais franchement, c'est quoi être français? C'est respecter la loi. Bon, peut-être que Nicolas Sarkozy là-dessus, il n'a pas beaucoup de leçons à donner. C'est aussi, selon moi, avoir une forme de vertu républicaine. Hein, la République, ce sont des valeurs. On était 5 millions dans la rue le 11 janvier pour les affirmer. C'est une forme d'affirmation, de principe. Bon, moi je considère que par exemple Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était candidat à la présidentielle, a fait un certain nombre de promesses qu'il n'a pas tenues, et depuis qu'il n'est plus président, il perçoit beaucoup d'argent au motif qu'il était ancien président. C'est de la vertu en République, ça. Donc il faut arrêter avec ça. Je veux dire, on a tous des conceptions assez différentes en fait de ce que c'est la République. Moi je suis pour la 6e République. Lui il est pour la monarchie élective. On ne le savait pas, on apprend quelque chose. Non mais écoutez, sauf que je le dis parce que il n'y a pas ceux qui détiennent la vérité de ce que serait la France et puis d'autres qui seraient du coup une forme de danger. Ça n'est pas vrai. Regardez le 11 janvier, on était 5 millions dans la rue, il y en a qui étaient tout petits là à Beaucaire. Peut-être qu'eux ils ont besoin de s'assimiler aussi au principe de la majorité, non? En tout cas, moi j'en ai ras-le-bol qu'on parle des immigrés comme étant un problème. Et je peux vous dire par exemple que moi, par exemple, j'ai parlé à mes enfants pour qu'elles deviennent bilingues. Français-espagnol. Voilà, dans ma famille c'est espagnol. Je ne leur ai pas adressé un seul mot de français tant que je n'étais pas certaine qu'elles étaient bilingues. Voyez. Donc il faut aussi sortir des clichés. Quand j'étais dans le bus, je parlais à mes enfants seulement espagnol. Après, maintenant, elles sont bilingues, donc maintenant on parle de tout. Et puis quand on va en Amérique latine, là, je leur parle surtout français, en fait. Faut pas qu'elles oublient. Voilà. Mais il faut arrêter de stigmatiser, de considérer qu'il y a un problème avec l'immigration. Marie-Laure Harel, intégrationniste ou assimilationniste? À votre avis? Je sais pas. Parce qu'à l'UMP, on sait pas. C'est vrai que je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'avis différents qui s'expriment en ce moment. Moi, je suis plutôt
intégrationniste. Je pense qu'on intègre des gens qui doivent, eux, assimiler des valeurs. L'intégration, elle se fait au niveau des gens. Dans l'assimilation culturelle, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup. Moi, il y a une forme d'acculturation, c'est-à-dire qui implique que l'individu renonce à sa culture d'origine, abandonne totalement pour intégrer les valeurs d'un nouveau groupe. Or, moi, je suis convaincue qu'on peut parfaitement intégrer, adopter les valeurs d'un nouveau groupe sans pour autant renier son passé, ses racines et oublier ce qu'on est originellement. Donc, ça s'appelle l'intégration, le respect de la diversité culturelle. On peut venir d'ailleurs, on n'a pas à en avoir honte, on n'a pas à s'en cacher et être parfaitement en phase avec le mode de vie, les principes civiques et l'histoire de sa terre d'accueil. Il n'y a pas... je suis d'accord avec Raquel Garrido, il ne peut pas y avoir de mono-modèle de français, et d'ailleurs ce serait tout à fait regrettable. En revanche, c'est dommage qu'on perde du temps sur de la sémantique, à parler d'assimilation ou d'intégration, dont chacun peut au final se faire un peu sa propre définition. C'est plutôt des questions de fond qu'il faut se poser. Et pour moi, il y en a 3 qui sont très importantes. La première, c'est quelles sont nos valeurs, qu'il est peut-être temps de redéfinir fermement dans le contexte actuel. Dans une assemblée constituante. La deuxième question... Pour la 6e République. Oui, non, éventuellement. La première question, c'est quelles sont nos valeurs. La deuxième, c'est comment on les inculque. La troisième, c'est comment on les défend. Au niveau de la définition de nos valeurs, je pense que le débat sur l'identité nationale que Nicolas Sarkozy a voulu lancer en 2009 montre aujourd'hui plus que jamais qu'il est nécessaire dans le contexte actuel. Qu'est-ce que c'est l'identité profonde d'un Français dans une société multiculturelle et avec les menaces de radicalisme qu'on connaît, de radicalisation? Deuxièmement, comment on enseigne nos valeurs? Pour ça, il y a l'école au sein de laquelle on doit peut-être revoir des programmes, redonner des moyens, des formations aux enseignants pour qu'ils détectent, s'opposent à certains comportements. Il y a le service civique que le gouvernement veut rendre obligatoire, qui est une bonne idée pour créer une fibre patriotique. Il y a aussi les autorités religieuses, le Conseil français du culte musulman. Sachez qu'aujourd'hui, 20% seulement des imams parlent français, qu'on peut s'auto-proclamer imam et délivrer l'enseignement qu'on souhaite. Or, il est nécessaire que l'enseignement de l'islam qui est délivré en France soit compatible avec les valeurs et les principes républicains. Et troisièmement, j'en termine dessus. Vous avez un problème, c'est que c'est la laïcité qui est également une valeur républicaine. Mais si vous remettez en cause la laïcité... Mais attendez, le Conseil français du culte musulman, comme l'appelle de ses voeux Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France, devrait être une force d'encadrement bien supérieure. Et ça n'a rien à voir. La laïcité... Attendez, arrêtez de m'interrompre systématiquement. La laïcité fait partie des choses que les imams devraient inculquer. Et troisièmement, mon troisième point, c'était la défense de nos valeurs. Et là, il faut que l'État retrouve son autorité. Toutes les personnes qui représentent l'État, qu'il s'agisse de la justice, des policiers, des enseignants, doivent faire en sorte qu'on ne porte pas la burqa, qu'on ne fasse pas l'apologie du terrorisme dans une salle de classe ou ailleurs, doivent lutter contre la montée du communautarisme dans des quartiers où l'État a complètement capitulé. Voilà mes 3 points. Et je pense que c'est plutôt sur des questions de fond, plutôt que sur des appellations, qu'on devrait réfléchir, discuter et débattre. C'est intéressant et ce n'est pas la première fois. Vous êtes parfois proche sur certains sujets, et c'en est un. Deuxième sujet, je vais vous raconter une petite histoire qui se déroule... C'est pas Raquel qui raconte une histoire. Qui se déroule en Italie, parce que figurez-vous que le maire de Rome, qui appartient au centre gauche, en Italie, a décidé de créer, à partir du mois d'avril prochain, dans la capitale italienne, donc Rome, un quartier rouge, comme à Amsterdam, comme à Bruxelles, c'est-à-dire un quartier où la prostitution sera tolérée, et évidemment le but est de faire disparaître les prostituées du reste de la capitale, qu'elles ne se concentrent que dans ce quartier rouge. Moi, ça m'a intéressé parce que c'est le strict opposé de ce que veut faire la gauche française, qui veut au contraire bannir absolument la prostitution. Quel est votre avis sur ce projet? On n'a pas beaucoup de temps, soyez concis. Mon avis sur ce projet, c'est que ce que le maire de Rome est en train de vouloir faire est tout à fait grave et irresponsable. Il faut lutter contre la prostitution. Le meilleur moyen de lutter contre la traite des personnes à des fins sexuelles, c'est d'éliminer la prostitution. Or, qu'est-ce qu'il fait là? Il l'encourage. Non seulement il crée un ghetto officiel dans un quartier de Rome, mais en plus il a déjà détecté 3 autres quartiers où il pourrait étendre sa petite expérience. La prostitution est un fléau grave en Italie. C'est un pays qui est plus petit que le nôtre, où il y a 4 fois plus de prostituées, avec toute la délinquance, les risques sanitaires et les filières mafieuses qu'on connaît. Il suffit de voir
Vous êtes l'expérience. abolitionniste, vous? Je suis abolitionniste. Il suffit de Une fois voir... de plus en phase avec la gauche, là, sur Écoutez, ce mais coup-là. je suis tout à fait libérale, tout à fait contre la politique de justice de Madame Taubira, etc. Donc je vous expliquerai très longuement pourquoi je suis de droite. Tout est très clair. Dernier point, Oui. c'est l'expérience désastreuse qu'est Amsterdam et que constituent les Pays-Bas. Si vous comparez les deux systèmes opposés, la Suède qui est abolitionniste, Oui. où par exemple les clients sont verbalisés, et les Pays-Bas où non seulement la prostitution est légale, mais le proxénétisme est dépénalisé, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? En Suède, la prostitution a diminué de 50%, et aux Pays-Bas, qui prétendaient encadrer et réglementer la prostitution, les réseaux de prostitution clandestins et illégaux et d'exploitation humaine ont absolument explosé. Je n'ai qu'à citer, pour terminer, le maire adjoint d'Amsterdam, M. Ischer, qui a déclaré au bout de 15 ans de légalisation de la prostitution à Amsterdam que c'était une, je cite, grave erreur nationale. Il y a du Najat Vallaud-Belkacem en vous, en fait, c'est ça? S'il vous plaît, non, mais qu'on finisse bien le débat, s'il vous plaît. Sur ce coup-là, oui. Sur ce coup-là, oui. Il faut Non, pas être un peu de manichéen, féminisme, parce que et je crois que Najat Vallaud-Belkacem n'est pas la seule féministe sur Terre. la gauche, dans le fond, n'est pas non plus si homogène sur cette question. Vous savez, d'abord, il y en a quand même beaucoup qui considèrent que c'est une forme de liberté, qu'on a le droit de vendre son corps comme une espèce d'acte marchand quelconque. Et vous, le quartier rouge à Rome, alors? Et d'ailleurs, le gouvernement n'a toujours pas mis en œuvre loi. la loi qui est censée criminaliser ou pénaliser plutôt le client plutôt que la personne prostituée. On en est quand même là, et ce serait temps de mettre en œuvre cette loi. Moi, je pense que l'activité pastorale de la police, vous savez ce que c'est l'activité pastorale? C'est-à-dire qu'on repère des zones de criminalité dans un endroit, on la pousse un petit peu plus loin, et les Comme gens... les moutons. Voilà, c'est ça. Donc la prostitution, la lutte contre la prostitution, et c'est typiquement l'activité pastorale de la police. En réalité, on déplace un petit peu, où on cache, et puis en fait, on résout pas le problème. Et le problème, effectivement, si on voulait connaître ce qui se passe, lisez les articles et les témoignages des femmes qui témoignent en ce moment dans le procès DSK. Vous les avez peut-être lus. C'est vraiment, ça rend le coup à toutes ces mythes selon lesquels les femmes ils y vont volontairement, ou ces formes de cette idée qu'une escort girl pourrait faire ça pour le plaisir ou pour l'argent. C'est vraiment infâme. C'est là, on touche du doigt à quel point le fait de s'approprier le corps et la sexualité d'une autre personne, c'est vraiment une abomination humaine. Et effectivement, il faut l'abolir. Donc de toute façon, c'est un mauvais signe qui vient de Rome. Mais moi, j'invite les Français qui nous regardent à s'intéresser à ce qui se passe vraiment dans ce procès pas seulement de DSK, mais le procès du Carlton, parce que là, on voit effectivement une femme qui ouvre un jour le frigo, elle voit qu'il n'y a pas à manger, elle s'attend à avoir une visite des services sociaux par rapport à ses enfants, donc elle va se prostituer. On voit des jeunes filles de 18-19 ans complètement ivres sur le corps desquelles tout le monde passe. C'est absolument atroce. Et il faut abolir ça en pénalisant le client, d'une part, et en faisant une insertion sociale des femmes qui sont des victimes. Vous savez pourquoi je vous adore? Parce que vous êtes libre. Ah oui. Merci à toutes les deux. La météo, c'est un gros coup de vent que nous annonce Marc et dans le sud-est. Restez au chaud pendant la météo avec Uniso, isolation par l'extérieur et protection de façade. La fin de cette période hivernale approche progressivement avec, vous allez le voir, l'anticyclone qui se décale progressivement vers l'Atlantique, et donc du coup de l'humidité arrive par la mer du Nord avec donc un air un peu plus doux. Voici les prévisions de Météo France pour ce dimanche matin. Avec donc cette humidité qu'on va retrouver donc sur le nord et le nord-est, pourquoi pas quelques bruines, parfois verglaçantes en se dirigeant vers le nord-est, et puis sur le sud davantage de soleil mais beaucoup de vent, Mistral, Tramontane jusqu'à 100 km/h. Les températures pour cette matinée de dimanche, des valeurs comprises entre -8 à Aurillac et 5 degrés à Brest. On attend 3 à Paris. Mais le fait marquant de cette journée, c'est le vent qui va augmenter en intensité, du vent violent. Alors dans la matinée, ça ira encore avec des pointes à 80 km/h. Mais dans le courant de l'après-midi, les rafales vont atteindre les 130 km/h. On pourrait même atteindre dans le courant d'après-midi des pointes à 140 km/h sur la Camargue, sur l'ouest des Bouches-du-Rhône ou encore sur la Drôme et sur l'Ardèche. Dans le courant d'après-midi, donc beaucoup de vent jusqu'à 140 km/h, et puis partout ailleurs des éclaircies. Température pour ce dimanche après-midi, 8 à Paris, 10 à Nantes et 11 pour Montpellier. Alors, une petite image maintenant de l'Auvergne, et j'en suis certain, vous allez la reconnaître.
Qui a dit qu'il n'y avait pas de neige en moyenne montagne? Regardez aujourd'hui en Auvergne, au Mont d'Or, toutes les pistes sont ouvertes à la glisse, 100% du domaine skiable ouvert en Auvergne, entre la liaison entre le Mont d'Or et Superbès, super panorama, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances d'hiver et sachez qu'au sommet du Mont d'Or, on cumule 1,50 m de neige. Bonne glisse! Ce soleil très généreux qui va d'ailleurs perdurer tout au long de ces prochains jours sur l'ensemble des reliefs. Lundi, plein soleil au sud des nuages.